4000 ans d'histoire. Une chronique historique hebdomadaire tous les lundis à 16h30, rediffusée vers 20h. Aujourd'hui, je reçois Jean-Paul Demoule pour évoquer son livre « Mais où sont passés les Indo-Européens ?» Alors bonjour, je reçois aujourd'hui monsieur Jean-Paul Demoule pour parler de son livre « Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d'origine de l'Occident », paru en 2014. Alors il y a aussi des rapprochements qui ont été faits au niveau mythologique. Oui. Et là, le grand nom, c'est bien sûr Georges Dumézil, oui. Linguiste, élève de Meillet, avec Émile Bénéviste, et qui, après-guerre, cumule tous les honneurs et impose cette idée qu'on pourrait retrouver des rapprochements entre les mythologies des Védas, du nord de l'Inde, la religion romaine, des religions ossètes aussi, et qu'il y aurait une mythologie qu'on pourrait essayer de reconstituer avec notamment cette idée de tripartition des fonctions, une fonction magico-souveraine, une fonction guerrière et une fonction créatrice. Les travailleurs. Voilà. Le travail et la reproduction. Oui. Et effectivement, Georges Dumézil était un grand savant, extrêmement érudit, donc il a parcouru toutes les mythologies dont on pouvait disposer, et il est certain qu'il y a des apparentements. Personne ne le conteste. Le problème après, c'est d'en rendre compte d'un point de vue historique, parce que on sait que du point de vue des objets de prestige, par exemple, au 3e, 2e millénaire, les objets de prestige s'échangent au sein des élites sur des centaines de kilomètres à travers toute l'Europe et l'Asie occidentale. Donc si les épées ou les parures en ambre, les épées en bronze, etc., peuvent circuler, les mythes peuvent tout aussi bien circuler. Après, ensuite, il y a des problèmes, puisque effectivement, le fait qu'une société se divise entre les chefs liés au surnaturel, et deuxièmement, les soldats et les guerriers, et troisièmement, le petit peuple qui travaille, ça concerne à peu près toutes les sociétés du monde. Alors Dumézil a dit oui, mais les Indo-Européens auraient été les seuls à l'organiser de cette manière-là. Ça peut se discuter largement, parce que là, encore dans le Caucase, on a des systèmes mythiques, notamment par les Ossètes, qui parlent une langue indo-iranienne, donc indo-européenne, qui rentrent dans les cases, mais on a aussi des peuples d'à côté qui ne sont pas... les Géorgiens, par exemple, qui reprennent ces mythes. Et qui vont pas rentrer, qui rentrent dans les cases. Et les élèves de Dumézil ont retrouvé des traces au Japon et en Corée. Dumézil a dit, alors celle-là, c'est de la diffusion, mais si ça se diffuse, pourquoi ça ne serait pas diffusé aussi en Europe. Donc là encore, Georges Dumézil était un très grand savant, et il a certainement montré des correspondances réelles, mais la question qui est derrière, c'est est-ce que c'est vraiment le modèle du point origine, et que ça se diffuse de cette manière-là, qui me paraît modestement poser les questions, et je ne suis pas du tout le seul à poser la question. Oui, donc non seulement il y a des peuples non indo-européens, les Géorgiens, les Japonais, où on peut retrouver cette tripartition fonctionnelle dans la mythologie, et il y a aussi des peuples indo-européens, je pense aux Grecs, on ne retrouve pas cette tripartition.
Non, Et alors, comment Dumézil l'explique On ne peut pas faire rentrer le panthéon grec là-dedans, ou au contraire de manière très artificielle. Donc, ce qu'il va expliquer, c'est oui, mais justement, ça a été le génie grec de se sortir du carcan de la tripartition indo-européenne pour inventer le miracle grec, etc. Je veux bien, mais bon, voilà. Ça marche. C'est prouvé que quand ça marche pas... C'est que le modèle marche. Quand il marche pas, c'était le même reproche que j'avais fait très cordialement à mon ami Colin Refroux, c'est comment on explique qu'il y a des langues... Si les langues indo-européennes se sont répandues en même temps que l'agriculture dans toute l'Europe, pourquoi il y a des langues non indo-européennes en Europe, comme l'etrusque, les langues crétoises qu'on appelle écrites par le linéaire A, les pictes, les langues ibériques, etc. Il y a un certain nombre de langues. Donc, normalement, elles auraient dû disparaître avec cette vague qui va néolithiser tout le monde. Donc, il va dire, elles ont résisté, ou elles sont arrivées après, ou etc. Donc, c'est pareil, le modèle marche. Sauf quand il ne marche pas, ça veut pas dire que le modèle est complètement faux, mais ça veut dire qu'il faudrait peut-être le rendre un peu plus complexe que sous sa forme, certes plus facile à vulgariser, mais du coup moins convaincante. De même que dans tous ces rapprochements, aussi bien linguistiques que au niveau mythologique, des fois on force un peu les choses pour qu'elles rentrent dans les cases. Alors pour prendre l'exemple mythologique, Dumézil explique ainsi un rapprochement entre Odin, qui est borgne, oui. Thor, donc dans les religions germaniques, Thor qui donne sa main pour sauver les dieux, oui. Et il rapproche ça de Marius Scaevola qui prête un faux serment et qui donc perd sa main, se brûle la main, et le nom m'échappe, un roi, un personnage historique romain, borgne. Or, le fameux Marius Scaevola n'est pas toujours décrit comme ayant perdu sa main, notamment par Plutarque. Oui, c'est vrai que c'est intéressant cette idée qu'il y aurait un thème du borgne et du manchot qui serait justement un exemple d'un mythe qui se promènerait, mais effectivement, ça marche pas complètement, et puis il n'est pas non plus diffusé dans l'ensemble des religions indo-européennes. Donc peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, c'était intéressant de l'avoir trouvé, mais on peut pas aller tellement plus loin. De même qu'on peut constater des rapprochements entre mythologies qui ne sont pas forcément à mettre sur le plan d'une origine commune ou d'un rapprochement linguistique. Je pense par exemple au déluge, qu'on retrouve chez les Juifs, évidemment, qu'on retrouve en Mésopotamie avec l'épopée de Gilgamesh. Là, on comprend le lien, mais on le retrouve aussi chez les aborigènes d'Australie, chez les Mayas. Ça ne signifie pas forcément... Il y a un groupe de mythologues actuellement en France, Julien Duy et Jean-Loïc Lequelec, et puis Yuri Bereshkin en Russie, justement, qui essaie de reconstituer cette fois l'arbre de tous les mythes du monde, en supposant que, enfin au moins pour notamment les mythes de création du monde, en supposant qu'il y aurait une mythologie des Homo sapiens il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années, et que progressivement ça serait diffusé. Alors effectivement, ils ont des arguments assez convaincants parce qu'ils ont fait des bases de données extrêmement précises avec des modèles mathématiques complexes. Mais effectivement, on n'a pas relevé tous ces mythes tous à la même époque. Mais c'est sûrement une piste intéressante qui, à ce moment-là, passerait aussi par-dessus les Indo-Européens qui viendraient juste se loger là-dedans et qui fait que, on retrouverait un peu partout des mythes qui se ressemblent parce que ça viendrait d'une source commune, parce que c'est vrai qu'on a aussi des ressemblances entre la mythologie grecque et la mythologie japonaise, entre des mythes sibériens et des mythes d'Amérique du Nord, puisqu'on sait que les Amérindiens viennent de Sibérie par le détroit de Bering. Donc il y a tout un nouveau champ
actuellement qui est encore à l'état d'exploration, mais qui me paraît tout à fait intéressant. Dernière chose sur les rapprochements linguistiques. Là aussi, quand on cherche une racine commune à toutes les langues européennes, on a beaucoup de mal à la trouver. Enfin, qu'on n'en a trouvé qu'une, en fait. Oui, il y a une racine pour le mot qui veut dire enflé si on prend toutes les langues. Alors, l'argument en défense, c'est de dire oui, mais quand on prend toutes les langues, les 14 grands groupes, en fait, il y a des groupes qui sont peu représentés, qu'on ne connaît pas très bien, comme les langues thraco-phrygiens, etc. Et puis, il y a des langues qui ont été très brouillées par la suite, comme l'albanais, où l'albanais, il y a quelques 10 ou 20% de vrais albanais, le reste, c'est des influences italiennes, etc. etc. Il en reste pas moins que même si on dit il n'y en a pas qu'une, si on descend à 6 ou 7 aux principaux groupes de langues, on n'a pas non plus des centaines de racines communes. On arrive à quelques dizaines de racines communes. Alors, ça ne veut pas dire que tout ça est dû au hasard. Non, ce n'est pas dû au hasard, mais ça veut dire que ce n'est pas si fort que ça. Alors, on va dire, ben oui, c'est normal puisque c'est le renouvellement linguistique, ça change régulièrement. Ben oui, d'accord, mais dans ce cas-là, où est la démonstration? Donc, effectivement, il y a bien une famille de langues qui se ressemblent tous plus entre elles qu'elles ne ressemblent au chinois et à l'arabe, mais le fait que c'est quand même pas du tout le même niveau de rapprochement que les langues romanes, et encore dans les langues romanes, le roumain, il y a un tiers de mots slaves, et encore après purification au XIXe siècle. Donc, c'est loin d'être aussi parlant que les langues romanes. Alors, certes, c'est plus ancien, censé être de 3000 ans plus ancien, mais néanmoins, c'est pas aussi serré qu'on veut bien le dire. Donc, par pitié, faisons preuve d'un peu d'imagination, essayons pas de faire rentrer de force cette parenté linguistique, une espèce de strict arbre construit sur le modèle des langues des États-nations. Toutes nos langues nationales sont des créations récentes. C'est surtout au XIXe siècle, le français à partir de la Renaissance, mais beaucoup sont des langues qu'on a fait. On a unifié de force des dialectes pour en faire une vraie langue nationale. Donc, essayons d'imaginer des modèles plus complexes qui colleraient beaucoup mieux avec le foisonnement des données archéologiques. Monsieur Jean-Paul Demoule, merci. Et je recommande vivement la lecture de votre ouvrage. Mais où sont passés les Indo-Européens, le mythe d'origine de l'Occident? Merci beaucoup. Merci beaucoup.